Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur Boursorama pour cette webconférence dédiée au crédit immobilier et plus particulièrement à la demande de crédit immobilier chez Boursorama. Bah oui, parce que demander un crédit en ligne, c'est pas toujours simple. On a voulu ce soir aborder le sujet pas à pas pour lever tous les doutes, répondre à toutes les questions que vous vous posez au moment de faire cette demande d'autant plus importante quand c'est pour le premier achat. Ça nous permettra également de faire le point sur les grandes étapes du crédit immobilier et aussi sur son actualité, il faut le dire, entre remontée des taux et évolution de la réglementation sur l'assurance emprunteur. Bien sûr, pendant ce moment d'échange, vous pouvez poser comme d'habitude des questions. On en a là aussi comme d'habitude retenu certaines au moment de votre inscription, qu'on a inclus au fil de la présentation. Et en tout cas, pour vous expliquer tout ce qu'il faut savoir ce soir, j'ai avec moi des pros de la demande du crédit immo chez Bourso, des experts du sujet. Céline Saint-Jean, directrice commerciale crédit. Bonsoir Céline. Bonsoir Laurent. Et Florence Verdon, responsable marketing crédit immobilier. Bonsoir Florence. Bonsoir Laurent. Alors, on l'a dit, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette demande de crédit de A à Z, on voulait faire un point d'actualité sur le crédit immobilier parce qu'on entend, beaucoup de choses et on va essayer d'y voir plus clair ce soir avec nos experts. Déjà, je me tourne vers vous, Florence. Une question toute simple pour commencer. Comment se porte aujourd'hui le marché de l'immobilier en France ? Alors, on peut déjà distinguer l'ancien du neuf. Donc, dans l'ancien, les prix ont continué d'augmenter sur les derniers mois, de façon plus marquée sur les maisons que sur les appartements. D'ailleurs, d'après les analystes, les vendeurs seraient de plus en plus ambitieux, ce qui contribuerait à faire augmenter les prix. En revanche, le marché du neuf commence à faiblir. Notamment, là, on peut constater que la demande s'érode sur les maisons individuelles. Toutefois, le coût des constructions a été impacté à la hausse récemment et on peut s'attendre en fait à une hausse également sur le neuf. Ce qu'on peut dire également, c'est que le prix des appartements neufs qui affichait une progression assez rapide récemment ralentit et dorénavant affiche des prix qui sont plutôt en légère progression. Bon, une hausse des prix qui ralentit. Souvent, on fait le distinguo entre Paris et province, en tout cas reste de la France. Comment évoluent finalement les prix dans ces deux zones, si je puis dire ? Oui, alors effectivement, donc la tendance est différente. À Paris, on observe surtout une évolution à la baisse, alors qu'en province, on est même parfois sur une tendance à la hausse. D'accord. Donc, pourquoi cette différence ? Notamment en raison d'un pouvoir d'achat en berne et d'un contexte économique plutôt marqué par la pandémie. Donc effectivement, avec les différents confinements, les Français ont eu tendance à rechercher des logements plus spacieux et des conditions... Le carré de jardin, meilleures conditions de vie, voilà, on a beaucoup entendu parler. Oui. Une qualité de vie plus agréable en province, tout à fait. Et donc les prix y ont nettement augmenté, et notamment dans les grandes métropoles où les prix restent 2 à 3 fois moins chers qu'à Paris. En revanche, on peut s'attendre également à une baisse des prix sur la province, puisque la crise ukrainienne et l'inflation ont tendance à plomber le moral des Français et à décourager l'achat. Donc, en quelque sorte, on peut dire que le contexte économique et international risque en fait de sonner la fin de la récréation sur le marché de l'immobilier en France. Bon, on a vu un contexte international qui ne joue pas forcément en faveur de l'immobilier. Puis il y a autre chose. Le sujet du moment quand même pour les emprunteurs, c'est les taux et notamment la hausse des taux, je le disais, dont on entend beaucoup parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer et finalement comment cela impacte le crédit immobilier ? Alors effectivement, les taux des crédits immobiliers ont grimpé ces dernières semaines. Donc c'est une hausse qui est généralisée, qui concerne tous les profils et toutes les durées d'emprunt. Donc après une hausse continue ces derniers mois, enfin depuis le début de l'année de la BCE, les taux ont été maintenus sur le mois d'avril pour contenir la hausse de l'inflation. Donc c'est ça, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui drive un peu cette remontée des taux et par contre-coup, les taux aussi du crédit immobilier, c'est ça Florence ? Oui, tout à fait. Et en fait, d'après les dernières déclarations de Christine Lagarde, on peut s'attendre qu'au vu du contexte économique, les taux soient remontés prochainement. Et donc effectivement, cette augmentation des taux va forcément impacter les banques et les taux qu'elles appliquent à leurs clients dans le cadre de crédit immobilier. Puisque de toute façon, il est interdit de vendre à perte en France. Donc c'est un cycle de resserrement qui en est à son début. Mais en fait, cette hausse des taux s'annonce comme un phénomène durable. Bon, ben voilà, il faut le savoir, un phénomène durable. Alors, on a d'un côté cette remontée des taux, on vient de le voir, et puis de l'autre, certains dossiers qui ne passent pas à cause du taux d'usure.
Et là, ce n'est pas forcément ni toujours bien connu, ni toujours bien compris par les particuliers. Comment, là aussi, on peut leur expliquer simplement la situation entre ces taux qui remontent et ce taux d'usure qui peut être vu parfois comme pénalisant pour certains dossiers? Alors, le taux d'usure, c'est un taux fixé chaque trimestre par la Banque de France. Il est destiné à protéger les particuliers emprunteurs de conditions d'emprunt abusives et risquées pour eux. Il est calculé à partir des crédits qui sont décaissés sur le trimestre précédent. Donc, à titre d'exemple, en ce moment, il s'élève à 2,40% pour les crédits immobiliers d'une durée supérieure à 20 ans. Donc, effectivement, ce qui se passe, c'est que les taux ont augmenté très vite et fortement. Et donc, on peut retrouver des projets dont le TAEG dépasse ce taux d'usure et qui sont malheureusement rejetés, effectivement, alors que précédemment, ils auraient pu passer. Donc, c'est plutôt un phénomène qui est conjoncturel et temporaire et on peut s'attendre à ce que le contexte évolue lors des prochaines mises à jour du taux d'usure. Oui, puisque du coup, la Banque de France, au vu des crédits qui ont été accordés sur le trimestre précédent, va, j'imagine, mécaniquement relever ce taux d'usure. C'est ça, Florence? On s'attend à ça, effectivement. Bon, ok, très bien. Alors, on l'a vu, il y a côté réglementaire, cette contrainte, mais il y a aussi de bonnes nouvelles, bah oui, forcément, pour les emprunteurs, notamment avec la loi Lemoine qui réforme l'assurance emprunteur, et plus encore, on le verra plus en détail, Boursorama qui vient de baisser significativement, et oui, sa grille de tarifs d'assurance pour s'aligner sur les tarifs au plus bas des marchés, des évolutions qui sont favorables aux demandeurs de crédit, et nous l'aborderons, je vous l'ai dit en détail, dans le cadre justement du parcours de demande du crédit immobilier. Moi, j'ai quand même une dernière question pour vous, Florence. Forcément, là, on a planté le décor, on voit le contexte. Comment Boursorama réagit à tout ça? Alors, on a peu de visibilité, mais effectivement, tout ce qu'on peut lire semble nous indiquer qu'on s'oriente vers une tendance à la hausse. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, Boursorama continue d'accompagner ses clients dans le financement de l'acquisition immobilière. Rappelons que nous avons quand même des taux qui restent parmi les plus bas du marché. Que nous ne facturons pas de frais, donc pas de frais de dossier, ni de frais de remboursement anticipé, sauf rachat à la concurrence, et que nous proposons notre meilleure offre immédiatement sans avoir besoin de négocier. Nous avons un parcours qui est 100% digital, de la simulation jusqu'à la signature de l'offre et au décaissement du crédit. Et nos conseillers peuvent tout à fait accompagner les acquéreurs dans leurs projets de financement et sont à leur disposition. Après, il faut aussi savoir qu'en cours de vie du prêt, nous proposons la suspension ponctuelle des mensualités ou la modification des échéances. Bon ben voilà, des taux parmi les plus bas du marché, un parcours fluide 100% en ligne, et puis on l'a vu, de la souplesse au sein de ce crédit immobilier. Merci Florence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce contexte. On espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. On va maintenant justement rentrer dans le cœur du sujet, comment vous permettre de boucler votre demande de crédit de A à Z. Et avant même de se lancer, il faut bien la préparer, cette demande de financement. Et on commence avec cette question d'Antoine qui va un petit peu introduire le sujet. Je voudrais connaître la somme que je peux emprunter pour un achat immobilier. C'est une question d'Antoine. Eh ben, Antoine n'a qu'à aller directement sur notre simulateur. Il y en a 4 en réalité. Un simulateur de capacité d'emprunt, si on ne sait pas encore combien on peut emprunter. Il y a un simulateur pour un rachat de prêt, si on a besoin de faire racheter un prêt qui est dans une banque concurrente. Un simulateur assez classique pour calculer sa mensualité par rapport à une somme donnée, empruntée. Et un simulateur si on a besoin de faire un prêt relais. Donc peut-être même avant de se lancer, de faire sa demande, on va tester, on simule, on fait jouer les différentes hypothèses, c'est vraiment on voit ce que ça donne. Le prérequis avant d'effectuer sa demande de financement, même si la demande de financement n'est absolument pas engageante pour l'emprunteur, ça permet à l'emprunteur de voir d'abord s'il ne sait pas combien il peut emprunter, quel bien il peut aller chercher sur le marché de l'immobilier, et s'il a déjà trouvé son bien, en tout cas savoir sur quelle durée il pourrait emprunter. Et puis on voit sur la slide, mettre à jour aussi vos données personnelles. Voilà, donc ça c'est si l'emprunteur est un client de Boursorama, puisque la demande de financement chez Boursorama est ouverte aux clients, mais également aux non-clients. Mais si l'emprunteur est client Boursorama, on lui demande effectivement de surtout bien mettre à jour ses données personnelles dans son profil,
au niveau de la situation Maritale, par personnelle, exemple, maritale, oui. du nombre d'enfants à charge, qui évitera d'avoir des données qui sont contradictoires dans le parcours. Ouais. Si je ne suis pas client Boursorama, il faut que j'ouvre forcément un compte bancaire, Céline? Alors, il y aura un compte effectivement qui sera ouvert, mais alors dans un processus assez lointain, après que la personne ait fait sa demande en ligne, après qu'elle ait envoyé ses justificatifs, que l'on ait confirmé notre décision, et là on l'invitera effectivement à ouvrir un compte. Donc dans la demande de financement, il aura un document d'ouverture de compte à signer électroniquement, mais qui ne l'engagera pas et qui ne découlera pas sur une ouverture de compte immédiate. Ça, c'est juste la préparation pour la suite du dossier. Et ce compte-là permettra de prélever les échéances de prêt, mais nous n'obligeons pas à domicilier les revenus sur ce compte. D'accord. Précision importante. C'est vraiment pour prélever les échéances. Après, si l'emprunteur veut en faire son compte principal, avec plaisir, mais ce n'est pas une obligation. Avantages des clients Boursorama. On a vu qu'il fallait simuler pour faire le montant de son investissement. Est-ce qu'il y a un montant minimum malgré tout, Céline? Oui, alors le montant minimum est de 100 000 €. D'accord. Quel que soit le type de projet, c'est bien le montant du prêt, donc, et non pas le montant du projet. C'est-à-dire que le projet pourrait être de 200 000 €, quelqu'un qui a 100 000 € d'apport demandera un prêt de 100 000 € et donc on l'accompagnera. Bon, très clair. Voilà pour cette phase préliminaire, on l'a vu, première peut-être chose à faire, c'est simuler pour voir un petit peu quelles différentes hypothèses vous pouvez faire jouer. Ensuite, on va rentrer dans le parcours proprement dit qu'on a découpé en 7 grandes étapes qu'on va détailler, vous allez voir, une par une, en commençant par la première, on l'a déjà un petit peu évoqué, les informations personnelles. Voilà, alors comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des informations personnelles, si on est déjà client de Boursorama, il est très important, avant de démarrer sa demande de financement, d'aller sur son profil dans son espace client pour mettre à jour ses données personnelles. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que si la demande de prêt est effectuée par 2 emprunteurs, dont un est client et l'autre n'est pas client, la demande de prêt doit être effectuée sur l'espace client de la personne qui est déjà cliente de Boursorama. Ah, c'est précision importante. Ça, c'est très important. Et puis, si il y a 2 acheteurs sur le compromis qu'ils signent, il faut qu'il y ait 2 emprunteurs. D'accord. C'est très important. S'il y a 2 acheteurs, ça ne peut pas être qu'un seul des deux acheteurs qui empruntent. Okay, c'est 2 égale 2 et inversement, un acheteur égale un emprunteur. Avoir bien en tête également que s'il y a 2 emprunteurs, nous allons demander 2 adresses e-mail différentes et 2 numéros de téléphone différents. Et ça, c'est important parce que parfois dans un couple, il y a l'adresse générique qu'on utilise partout. Et ça, non, ça ne marche pas. Alors, ça ne pourra pas fonctionner, ça bloquera sur le parcours, puisque grâce à ces numéros de téléphone et à ces adresses mail, on enverra des codes personnalisés pour signer la demande de financement, signer la demande d'ouverture de compte si ce sont des personnes qui ne sont pas clientes. Et puis après, dans un second temps, quand le dossier sera envoyé, si on confirme notre décision, signer l'offre de prêt. Et donc 2 acheteurs, 2 emprunteurs, 2 numéros de téléphone, 2 adresses e-mail, tenez-vous-le pour dit. Exactement. Est-ce qu'on fait un petit focus aussi sur le régime matrimonial, je crois? Voilà, alors sur le régime matrimonial, il y a quelques confusions parfois, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur 2 acheteurs égale 2 emprunteurs. Des couples qui sont mariés en régime de communauté devront forcément emprunter à 2. D'accord. Les couples qui sont mariés sous le régime de séparation pourront effectivement acheter seuls et du coup emprunter seuls. Mais il faudra bien faire attention à ça. Ça marche aussi, cette contrainte, sur les personnes qui sont pacsées, puisque dans le cadre du PACS, il y a aussi des régimes spécifiques. Bon, tous des petits détails quand même sur lesquels il ne faut pas se planter. On a les informations personnelles, on a vu un certain nombre de clarifications. Il y a maintenant la définition de son projet immobilier. Rien de compliqué, dit comme ça. Malgré tout, certaines erreurs à ne pas commettre, des précisions à bien renseigner pour que votre dossier puisse être traité le plus rapidement possible. Et là, on avait retenu une question de Dalila. Est-il possible de faire un rachat de crédit immobilier, Florence ?
Alors oui, tout à fait. Chez Boursorama Banque, on finance le rachat de crédit immobilier, que ce soit pour une résidence principale, une résidence locative ou une résidence secondaire. Alors attention toutefois, on ne fait pas de rachat de prêt personnel avec acquisition, sauf s'il s'agit d'un financement de travaux liés à l'habitat. D'accord. Et on ne va pas non plus faire de regroupement de crédit, sauf s'il concerne le même bien ou la même banque. Et la même banque, pardon. Bon, très clair. Donc justement, sur ce projet, qu'est-ce qu'on regarde? Quel type de projet on finance chez Boursorama? Comment tout cela se passe? Alors au-delà du rachat de crédit, on finance également l'acquisition de la résidence principale, la résidence locative, la résidence secondaire, le crédit relais et également les opérations en VFA. On rappelle, vente en état futur d'achèvement, c'est quand on achète sur plan tout simplement. Tout à fait. C'est ça. Alors peut-être une petite précision sur les ventes en état futur d'achèvement. On a très souvent des emprunteurs qui confondent en fait la vente en état futur d'achèvement, qui est vulgairement appelée VFA, et la CCMI, le contrat de construction de maison individuelle. D'accord. Donc oui, j'aurais pu faire la confusion. Alors, le contrat de construction de maison individuelle, comme son nom l'indique, c'est pour financer la construction d'une maison, généralement par un constructeur de maison, et l'emprunteur détient ou achète parallèlement son terrain sur lequel il va demander à ce constructeur de construire sa maison. D'accord. Oui. A contrario, la VFA ou la vente en état futur d'achèvement est proposée par un promoteur qui va proposer une maison et un terrain en package. D'accord. Voilà. Et donc, Boursorama ne finance pas les CCMI, donc les contrats de construction de maisons individuelles. Bon. Nous n'intervenons que sur les VFA, que ce soit VFA de maison ou VFA d'appartement. Alors très souvent, on rencontre plutôt les VFA pour acheter des appartements, mais on peut avoir aussi des VFA pour acheter des maisons qui généralement se font dans des lotissements que les promoteurs proposent avec terrain et maison. Ouais. Si on regarde justement si on prend très précisément le parcours au niveau du projet immobilier, quelles sont les autres précautions, les autres choses auxquelles il faut faire attention? Alors, notamment au niveau du compromis de vente, si les emprunteurs n'ont pas encore signé leur compromis de vente, ce n'est pas un problème. Ils peuvent quand même effectuer leur demande de financement, ce qui leur permettra d'obtenir un accord de principe en ligne immédiat, directement sur le site. Et comme ils sont en autonomie et que cette demande de financement est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelle que soit l'heure de la journée, ils peuvent obtenir cet accord de principe. S'ils n'ont pas signé ce compromis, on va les laisser continuer leur demande de financement. Simplement, au moment où on leur demandera à la fin du parcours de télécharger leur justificatif pour que nous puissions les étudier, il faudra qu'ils aient ce compromis. Donc, ils peuvent à un instant T démarrer la demande de financement, sans compromis pour obtenir l'accord de principe. Et si quelques jours plus tard, ils signent leur compromis, ils attendent d'avoir signé leur compromis et ils pourront télécharger le document. Mais ce n'est pas un prérequis pour obtenir l'accord de principe en ligne. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est au niveau du montant d'acquisition. Beaucoup d'emprunteurs passent par des agences immobilières, par des intermédiaires. Il est important d'indiquer le montant d'acquisition plus les frais d'agence. D'accord. Voilà, souvent, ils sont indiqués sans ces frais-là, et donc ça peut avoir un impact. En régie, la slide en plein pot de cette partie sur les montants que les gens voient bien effectivement sur le parcours, ce qui est concerné. Je pense que c'est la deuxième, c'est la partie sur l'apport personnel. Voilà. Donc effectivement, il y a certains emprunteurs qui oublient cette notion de frais d'agence et qui peut avoir un impact sur le montant emprunté. Les frais de notaire sont à indiquer également. Donc pour faciliter la vie des personnes qui demandent une demande de financement, on les précalcule à hauteur d'un taux moyen qui est constaté dans les différentes régions de France. Mais ce montant-là est modifiable en fonction de ce qui est écrit par le notaire sur le compromis de vente. Donc, il est tout à fait modifiable. Au niveau des travaux, donc on finance des travaux jusqu'à 30% de la valeur du bien acquis, 50% du bien acquis, et on ne finance pas des travaux inférieurs à 5 000 €. Et surtout, ce qu'il faut, c'est indiquer
dans le plan de financement les travaux que l'emprunteur souhaite faire financer par Boursorama. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut détailler. Il ne faut pas juste dire je vais faire pour X 1000 Non, euros c'est de pas ça. travaux. C'est Non. que si, par exemple, l'emprunteur veut faire 15 000 euros de travaux, Oui. mais avec ses propres deniers, sans demander à Boursorama de les financer, il ne faut pas l'indiquer. D'accord. Par contre, si c'est 15 veut les 000 faire euros, financer il veut par les faire Boursorama, financer ouais. par Boursorama, il indique 15 000 euros de travaux à financer. Bon, très clair. Voilà. Il y a une question aussi qui revient souvent, c'est celle de l'apport personnel. Question de Véronique, peut-on souscrire un prêt immobilier sans apport personnel? Alors oui, tout à fait. 100% financé par Boursorama, Alors, non. c'est possible. Alors, on n'exige pas de montant d'apport personnel minimum, Oui. mais toutefois, il faut que l'acquéreur puisse régler les frais de cautionnement crédit logement. Bon. En fait, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que l'apport va quand même renforcer la qualité du dossier. Et qu'à contrario, si le dossier ne présente pas d'apport, ça le fragilise. Bon, voilà, donc on peut financer du 100%, mais c'est quand même mieux d'avoir un apport. Et puis, parmi aussi les paramètres importants, l'apport personnel, et puis la durée de financement, hein, sur combien de temps on s'engage, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de structurant pour la suite. Alors effectivement, donc, on propose en fait un financement d'une durée comprise entre 7 ans et 25 ans. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que si le dossier ne présente pas d'apport personnel, ou alors que l'apport personnel ne couvre pas les frais de notaire, donc la durée est ramenée à 20 ans maximum. D'accord. On termine peut-être par les garanties crédit logement, là aussi, quelque chose qui n'est pas forcément familier aux gens qui nous regardent. Alors oui, en fait, le cautionnement crédit logement, c'est une alternative à l'hypothèque, c'est donc obligatoire. Les frais de crédit logement donc, sont à la charge de l'acquéreur. Donc, ils sont prélevés directement sur son compte Boursorama. Donc, il faut bien avoir en tête que les fonds soient disponibles sur le compte en amont de la signature chez le notaire ou en amont du rachat s'il s'agit d'un rachat de crédit. Et également, un point de vigilance, s'il y a un crédit relais, donc il y aura 2 garanties, une pour le prêt amortissable, le prêt principal, et une autre pour le crédit relais. Bon, voilà, 2 garanties. Voilà pour le financement du projet. Une étape importante aussi, où on a souvent peur de se tromper, c'est quand il faut rentrer les informations financières. Là aussi, on va ouvrir cette étape par une question de Guillaume. Je viens d'être agent immobilier indépendant. Combien de temps faut-il avant que je puisse demander un crédit immobilier chez Boursorama? 3 ans comme les autres banques. Est-il plus judicieux que j'accepte un CDI en temps partiel pour avoir un revenu fixe en plus d'être à mon compte, hein, des situations personnelles. On voit tout de suite la complexité qu'on peut avoir pour certaines demandes, hein, Céline. Alors, tout va dépendre du statut juridique de Guillaume dans son activité professionnelle. Si les professions libérales, nous allons exiger 1 an d'exercice. S'il est un statut de chef d'entreprise ou profession indépendante, nous exigerons 5 ans d'exercice. Et s'il est en statut de micro-entrepreneur ou de auto-entrepreneur, on exigera 3 ans d'exercice. D'accord. Après, sur sa question, est-ce qu'il est judicieux de prendre en parallèle une activité à temps partiel en CDI? Pourquoi pas? Simplement, il faudra que sa période d'essai soit validée avant de présenter son dossier. Et il faudra qu'il s'assure qu'effectivement, s'il n'a pas les critères de durée d'ancienneté sur son activité d'agent immobilier, que les revenus qu'il va tirer de cette activité de salarié lui permettra de subvenir aux besoins du crédit et de répondre aux critères de solvabilité qui sont demandés par Boursorama. Voilà, au niveau de l'activité. Après, plus largement, en termes de contrats de travail, on accepte les contrats en CDD, les intermittents du spectacle et les intérimaires, ainsi que les contractuels. Simplement, il faudra que ces emprunteurs puissent nous justifier de 3 avis d'imposition successifs, avec des revenus pérennes. Alors, pas forcément dans cette même activité de CDD ou cette même activité d'intermittent ou de contractuel. C'est de pouvoir vérifier qu'effectivement, il y a bien 3 années de revenus à peu près équivalentes en tant que professionnel. Voilà, ouais, d'accord, tout simplement. Et alors, comme le précisait Guillaume, il pourrait demain avoir une double activité, son activité d'indépendant en tant qu'agent immobilier et de salarié.
quand les emprunteurs ont une double activité, il faut que, quand ils indiquent leur profession, ils indiquent en priorité la profession non salariée. D'accord. Et donc, ils se laissent guider par le formulaire, on leur demande un certain nombre d'informations sur leur activité professionnelle et ensuite, on leur demandera des informations sur leurs revenus en tant que salariés. Mais en premier lieu, il faut déclarer la profession non salariée. Bon, il y a toujours cette question aussi qu'on peut se poser, quel revenu je déclare? Est-ce que je déclare mon revenu brut, mon revenu net avant prélèvement de l'impôt, mon revenu net après prélèvement de l'impôt? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, sur les bulletins de salaire, les deux sont indiqués. Alors, il y a le brut, il y a le net à payer avant impôt et le net après impôt. Ce qui doit être indiqué, c'est le net avant impôt. D'accord. Voilà. Donc, il suffit de le multiplier par le nombre de mois que la personne est payée. Ça peut être 12, 13, parfois 14 mois. Et donc, surtout le avant impôt. Avant impôt, oui. Voilà. On ne prend pas en compte parce que c'est vrai que c'est un petit peu changé. Question aussi importante, c'est renseigner, Céline, l'épargne qu'on conserve après l'investissement immobilier, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, c'est une donnée qui est importante parce que c'est une donnée qui est prise en compte dans l'analyse du dossier. Donc, c'est vraiment, cette information-là, c'est, pour un peu imager, c'est qu'est-ce qui va me rester comme épargne une fois que j'aurai acheté mon appartement ou ma maison. Une fois que j'aurai payé ma garantie crédit logement, une fois que j'aurai dépensé l'apport que j'avais décidé de mettre dans l'opération, est-ce qu'il va me rester 10 000, 50 000, 100 000, 5 000, rien du tout. Mais c'est important de le noter à cet endroit-là et de le mettre dans les justificatifs pour qu'on puisse en tenir compte dans l'analyse du dossier qui peut favoriser l'analyse du dossier. Bon, quels sont les autres éléments qui vont permettre à Boursorama d'apprécier ma situation financière? Alors, il y a le patrimoine, donc on a parlé du patrimoine financier, donc l'épargne qui est conservée après opération. Il y a le patrimoine immobilier. Beaucoup d'emprunteurs n'indiquent pas le patrimoine immobilier quand il n'y a pas de prêt en cours. D'accord. Et pourtant, c'est une donnée également très importante et qui peut faire pencher la balance favorablement parce qu'avoir un patrimoine immobilier rassure les banques. C'est une garantie, c'est une forme de garantie. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas de prêt en cours sur un patrimoine immobilier, sur un bien immobilier détenu par les emprunteurs, il faut l'indiquer. Évidemment, mettre la valeur de ce patrimoine, la plus juste possible. Il va falloir également indiquer les prêts à la consommation, si on en a, des prêts personnels. Et quelque chose que l'on voit de plus en plus, c'est devenu un petit peu à la mode, ce sont toutes les locations LOA. Pour les véhicules, ça, pour les voitures. Longue durée, exactement, pour les véhicules qui sont considérés comme une charge. Donc ça, il faut aussi l'indiquer comme un prêt à la consommation. Et oui, c'est presque aujourd'hui un Français sur deux, je crois, qui achète sa voiture en LOA. Donc, il faut en tenir compte dans vos charges. Merci pour cette partie, Céline. On va aborder maintenant le sujet de l'assurance emprunteur. C'est un sujet riche, tellement riche d'ailleurs qu'on avait fait un webinaire dédié sur le sujet. Alors, on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui. Brigitte Barré, responsable marketing assurance, va nous rejoindre en direct. Bah oui, c'est ça, c'est les joies du webinaire. Céline va lui céder la place un temps pour aborder justement cette question de l'assurance emprunteur et les nouveautés réglementaires de la loi Lemoine. Vous avez dû en entendre parler, la loi Lemoine, parce qu'elle a été beaucoup commentée dans la presse. Brigitte, on va mettre les choses au clair tout de suite. L'assurance avec le crédit immobilier, ce n'est pas une option. Alors tout à fait, Laurent. En effet, lorsque l'on emprunte, il est obligatoire de s'assurer, et ce, durant toute la durée de son crédit immobilier. Alors l'assurance, à quoi ça sert? Eh bien, en cas d'aléa de la vie, c'est l'assurance qui va prendre en charge la totalité ou une partie des échéances du prêt. Et donc chez Boursorama Banque, les garanties minimum obligatoires sont celles liées aux problèmes de santé, donc tout d'abord le décès, mais également l'invalidité, la perte d'autonomie et l'incapacité de travail. Et donc à ces garanties, on peut rajouter en option la perte d'emploi qui couvrira en cas de licenciement.
Bon, voilà pour cette première partie. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en charge dépendra de la quotité qui a été choisie par les assurés. Et là, alors, qu'est-ce que la quotité? Alors, la quotité, c'est très simple. Elle correspond au pourcentage du prêt qui va être assuré par emprunteur. Donc, ce pourcentage, il est modulable lors du parcours. Le minimum exigé est 100%. Et donc, le client peut jouer sur ce pourcentage. Alors, la bonne pratique, lorsque l'on est 2 emprunteurs ou plusieurs, c'est que si jamais il y a une disparité de salaire entre les emprunteurs, il vaut mieux attribuer un pourcentage plus élevé sur la personne qui a les je gagne un peu plus plus, gros je prends revenus. peut-être 70%, 70%, 30% ou 60-40, voilà, exactement. Et donc, dans notre exemple, là, on voit que les deux emprunteurs se sont assurés à hauteur de 100%, 100% sur chacun des emprunteurs. Et donc, dans la pratique, en cas de décès de l'un des deux, 100% du capital restant dû sera couvert par oui, parce qu'on pourrait se pris dire en peut-être charge. spontanément, Brigitte, on s'assure à 100% au maximum pour les deux. Mais non, on peut s'assurer à 200%. Tout à fait, voilà. Le minimum étant à 100%, mais on peut couvrir davantage. Voilà. Donc, il est important de jouer sur ces quotités. Là aussi, on simule, on regarde ce que ça donne. Exactement, le tarif s'ajuste en temps réel, ce qui permet au client de prendre sa décision. Alors, on a une question de Marie. Est-ce que Boursorama Banque, question qui va intéresser beaucoup de gens qui me regardent, permet de payer moins cher mon assurance emprunteur? Oui, alors tout à fait, Laurent. En effet, donc Boursorama Banque a revu sa grille de tarifs là au mois d'avril. J'avais spoilé un peu en début. Voilà, tout à fait. Donc pour s'aligner sur les tarifs les plus bas du marché. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'Institut Profideo vient de nous classer banque la moins chère sur l'assurance du crédit immobilier par rapport à l'ensemble des banques, les banques de réseau, banques en ligne. Quel que soit l'âge de l'emprunteur, le montant emprunté et la durée, nos tarifs sont les plus bas. Bon, donc concrètement, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On peut réaliser donc jusqu'à 15 000 € d'économie dans le cas de 2 emprunteurs assurés, ce qui représente une économie de 60 à 80% en fonction de. Et on voit que c'est pas négligeable. Hein. Voilà, tout à fait, c'est pas négligeable, tout à fait. Alors. Toutefois, dans le parcours, le client a le choix entre notre offre d'assurance avec notre partenaire CNP Assurance ou choisir un autre assureur externe. C'est ce qu'on appelle une délégation d'assurance. Donc délégation, on rappelle, je choisis en fait de faire assurer mon crédit immobilier par un autre assureur que celui qui est proposé. Voilà, tout à fait. Toutefois, alors là, il faut faire preuve de vigilance lorsque l'on compare les offres parce qu'on peut être tenté. Alors maintenant, on sait qu'on a le moins cher, donc on va rester chez Boursorama, mais on peut être tenté d'aller regarder. Effectivement, mais il faut faire attention lorsque l'on compare les offres du marché. Pourquoi? Parce qu'il existe 2 types de contrats d'assurance. Alors tout d'abord, le contrat groupe, qui est le modèle choisi par Boursorama Banque, qui a pour avantage de mutualiser les risques entre les différents adhérents, ce qui permet de ne pas appliquer de surcoût sur les cas à risque, les fumeurs, les métiers à risque ou certains malades. Et l'autre gros avantage, c'est que les cotisations vont être calculées sur le capital initial emprunté, ce qui permet d'avoir des mensualités, des cotisations qui sont fixes pendant toute la durée du crédit, donc fixes et linéaires. Donc c'est transparent pendant toute la durée du crédit. C'est des mensualités qui sont fixes. Donc à la différence... Ça, c'est le contrat groupe. Voilà. Ouais. À la différence des contrats individuels qui sont généralement proposés par les assureurs dits alternatifs, qui eux proposent une tarification individuelle et qui donc vont majorer nos profils à risque, les fumeurs, les métiers à risque, etc. Et l'autre point de vigilance, c'est que les cotisations vont être calculées dans ce cas-là, non pas sur le capital initial, mais sur le capital restant dû. D'accord. Ce qui a pour conséquence d'avoir des cotisations qui sont plutôt élevées les premières années du crédit et qui baissent en fin de crédit puisque le capital forcément diminue. Voilà. Tout à fait, d'où l'intérêt de bien regarder le coût de l'assurance sur 8 ans. Alors pourquoi sur 8 ans? Parce que 8 ans, c'est la durée moyenne de détention d'un crédit immobilier en France, du fait des reventes, des rachats. Et il peut s'avérer souvent que finalement le modèle qui calcule sur le capital initial s'avère plus avantageux que le modèle qui calcule sur le capital restant dû. Voilà, donc il faut être bien vigilant, regarder cet indicateur du coup sur 8 ans qui permet
permet de comparer sur une base commune et objective finalement les offres du marché. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que la nouvelle loi Lemoine qu'on évoquait au début impose, depuis hier, donc cette loi Lemoine, impose aux assureurs d'afficher ce coût sur 8 ans, en plus du coût sur la durée totale du crédit. On a bien compris la pertinence du coup grâce à vous, Brigitte. Justement, oui, on l'évoque, cette loi Lemoine, on en a parlé, c'est une question de Maxime aussi. Qu'est-ce que c'est cette loi Lemoine dont on a beaucoup entendu parler et qui vient de rentrer en vigueur au 1er juin? Exactement, effectivement, donc la loi Lemoine est rentrée en vigueur hier et donc elle va dans le sens, comme on le disait, de plus de transparence pour le client, également de plus de souplesse sur le marché de l'assurance. Donc outre cette mesure de l'affichage du coût sur les 8 ans, les principales autres mesures sont le fait que désormais les clients vont pouvoir changer d'assurance à tout moment, sans forcément attendre la fin des 12 premiers mois ou la date anniversaire du contrat chaque année. Mais il faut savoir que Boursorama Banque proposait déjà cette souplesse à ses clients historiquement. On était en avance sur la loi Lemoine. Voilà, tout à fait. L'autre point important, c'est la suppression du fameux questionnaire de santé pour les dossiers, pour les emprunts de plus de 200 000 € et sous réserve que le client n'ait pas atteint 60 ans à la fin de son crédit. Oui. Voilà, et également le droit à l'oubli qui est raccourci à 5 ans au lieu de 10 ans, qui est raccourci tout à fait. Donc ça, c'est en vigueur depuis le mois de mars. On rappelle peut-être rapidement ce que c'est que le droit à l'oubli pour les gens qui ont été malades. Voilà, ça, exactement. Pour les clients qui ont été malades, par exemple cancer ou hépatite C, donc le délai est raccourci désormais à 5 ans, ce qui permet finalement d'accéder à l'assurance à des personnes qui jusque-là étaient un peu exclues de l'assurance. Même si on était guéri, il fallait pendant 10 ans signaler qu'on avait vu ce type de maladie. Voilà, tout à fait. Donc ça leur permet d'aller jusqu'au bout de leur projet. Voilà, et donc on peut s'attendre à ce que les assureurs aient tendance à augmenter leurs tarifs pour absorber l'augmentation du risque. Mais nous, chez Boursorama Banque, au contraire, on a choisi de baisser notre grille de tarifs. Tout à fait. On voit que le sujet est super riche. Peut-être en 2 mots pour synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, ce qu'il faut retenir, donc, comme on l'a dit, donc, il est important de bien prendre le temps de choisir son assurance en fonction de son profil, de bien comparer les offres en regardant notamment cet indicateur du coût sur 8 ans. Voilà. Retenu grâce à vous, Brigitte, oui. Et donc, avec notre nouvelle grille de tarifs désormais ultra compétitive, finalement, plus besoin d'aller chercher une délégation d'assurance, de perdre du temps, de risquer de retarder son dossier de crédit. Et l'avantage, c'est que Boursorama Banque reste l'interlocuteur unique pour le client, pour son projet de crédit de A à Z. De simplicité. Voilà, tout à fait. Voilà, point très complet, super. Merci beaucoup Brigitte. Merci Laurent. Pour cette présentation de l'assurance emprunteur. Céline va revenir sur le plateau avec nous parce que voilà, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait ce parcours, qu'on a rentré ces informations personnelles, qu'on a expliqué son projet, qu'on a bien renseigné ses données financières comme Céline nous l'a expliqué, tada, on a droit à la proposition Boursorama. Ça, c'est quand même... Alors oui, effectivement. Donc en fait, au regard des informations qui ont été saisies, donc on fait une proposition. Donc sur le slide, effectivement, c'est la colonne de gauche. Mais on va également faire des propositions alternatives. C'est même pas une proposition, c'est plusieurs propositions. C'est jusqu'à 3, en fait. Ouais. Donc on va faire des propositions alternatives qui vont concerner notamment une modification sur l'apport. On peut proposer effectivement un apport inférieur ou une durée aussi d'emprunt. Donc qui vont convenir et qui passeront également en fonction des caractéristiques qui ont été saisies précédemment. Bien entendu, vous êtes libre de choisir le plan de financement adapté à vos besoins. Les alternatives ne sont que des propositions. Indicatif, voilà. Sont indicatives, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le taux qui est proposé est garanti pendant une durée de 10 jours. Donc, c'est-à-dire que si les caractéristiques sont modifiées, le taux va être modifié également. Et en fait, au-delà des 10 jours, le taux ne sera pas maintenu. Donc, effectivement, il peut être revu par Boursorama. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier reste ouvert au-delà des 10 jours. D'accord. Donc ensuite, on va vous proposer l'ouverture d'un compte pour le prélèvement des échéances. En revanche, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de domiciliation de revenus. Voilà, ce que nous a expliqué Céline, ça c'est important. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre salaire chez Boursorama. Exactement. Pas une obligation. Ouais. Et donc au moment de l'ouverture, on va également vous proposer la souscription d'une carte bancaire. Donc celle-ci, pareil, n'est pas obligatoire.
Mais elles sont super, nos cartes bancaires, donc ils auront peut-être envie d'y souscrire. Tout à fait. Oui. Mais ça reste facultatif. Oui. Et si l'acquisition se fait à 2, alors c'est l'ouverture d'un compte joint qu'on vous proposera. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouverture du compte ne sera définitive que lorsque tous les justificatifs du dossier de crédit auront été envoyés, qu'il y aura eu un accord définitif sur le dossier et qu'un montant minimum de 100 € aura été versé sur le compte. D'accord. Donc, sans l'ensemble de ces conditions, le compte ne sera pas créé, ne sera pas ouvert. Une fois qu'on a fait tout ça, si tout va bien... Et on arrive à l'accord, Ouais. l'accord de principe. Donc en fait, en fonction du plan de financement que vous avez choisi à l'étape précédente, vous pourrez télécharger votre accord de principe ou éventuellement le retrouver dans votre espace Mon dossier. Donc il faut savoir que l'accord de principe n'engage pas à faire son crédit immobilier chez Boursorama Banque. Oui, c'est pas engageant, là aussi. Les gens s'imaginent qu'à partir du moment où ils vont cliquer sur le bouton, ça y est, c'est... Non, en fait, c'est pas le cas. Et effectivement, à ce stade, vous avez encore la possibilité de modifier les informations. En revanche, une fois que vous validez l'écran, la demande part avec les caractéristiques de cette proposition, enfin de cet accord de principe. Ouais. Bon, voilà pour l'accord de principe. Il y a notre dossier, forcément, avec toutes les pièces qu'on a renseignées. Il y a cette question d'Olivia. Quels documents fournir? Là aussi, cette question, on se la pose tous pour une demande de prêt immobilier. La paperasse. Alors, donc on voit à l'écran un certain nombre de documents. Là, on est sur une liste un petit peu généraliste. Maintenant, quand on va inviter les emprunteurs ou l'emprunteur à télécharger ses justificatifs, ça sera une liste personnalisée en fonction de son profil professionnel, de son profil personnel et du projet pour lequel il nous sollicite. Ouais. Exactement. Donc, il sera complètement guidé pour chaque catégorie et il n'aura plus qu'à les télécharger. Mais après, ça reste des pièces très classiques d'identité, de revenus comme des bulletins de salaire s'il est salarié, des bilans s'il est non salarié. Est-ce qu'il y a des trucs tout bêtes où quelquefois, vous savez, on met les pièces et puis on les a pris des photos sur notre smartphone, les photos sont énormes, elles ne passent pas. Est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça très pratiques à bien avoir en tête? Alors, c'est important que les pièces soient lisibles. Oui, déjà. Et si on les prend avec son smartphone, effectivement, bien les prendre parallèles aux documents et non pas de biais, parce qu'on ne voit pas... Il suffit de quelques reflets. Exactement, on ne voit pas bien sinon les documents. Donc vraiment, prêtez attention à cela, que les documents ne soient pas tronqués et que la taille ne dépasse pas 20 MO. D'accord. Voilà. Au niveau des formats, mais ça aussi, les emprunteurs sont guidés et informés sur le parcours. Plusieurs formats sont acceptés, comme les formats classiques JPEG, JPG, PDF. Les documents Word et Excel ne sont pas acceptés. Donc, si on veut nous transmettre ce type de documents, il faut juste les transformer en PDF. En image, exactement, ou en image. Et puis, bien veiller à la taille, qu'elle ne soit pas trop importante. Et une fois que toutes les cases sont complétées, ne pas oublier d'appuyer sur le bouton de transmettre les justificatifs, sinon nous ne les recevrons jamais et nous ne pourrons pas commencer l'analyse du dossier et confirmer notre accord de principe. Trop enthousiaste, on se lance et puis on oublie de cocher. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ensuite, une fois qu'on a reçu les justificatifs, nous analysons le dossier au regard des informations qui ont été transmises dans la demande de financement et des justificatifs qui ont été téléchargés. La décision est confirmée s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Ensuite, l'emprunteur ou les emprunteurs sont invités à souscrire à l'assurance emprunteur, dont Brigitte parlait tout à l'heure. Et ensuite, s'ils ne sont pas clients, on les invite à effectuer leur versement de 100 € justement sur le fameux compte que l'on leur demande d'ouvrir. Et une fois que s'ils sont clients, il n'y a pas de compte à ouvrir puisqu'ils sont déjà détenteurs d'un compte courant. Et dans ces cas-là, on peut émettre l'offre de prêt
qu'ils devront conserver 11 jours minimum pour bien en prendre connaissance, la signer en ligne. Il n'y a rien qui est envoyé sous format papier. Tout se fait à 100% distance. 100% en ligne, c'est marqué en gros sur la slide. Voilà, donc pas de perte de documents par les voies éventuellement postales. Et ensuite, une fois que l'offre est acceptée par les emprunteurs, ils nous adressent le justificatif pour débloquer les fonds, donc la convocation notaire si c'est une acquisition, le décompte de remboursement anticipé si c'est un rachat, et nous débloquons les fonds soit à la banque qui détenait le prêt, soit au notaire si c'est une acquisition. Question de David, on va bien le répéter. Quel délai faut-il prévoir entre la demande de financement et l'accord de Boursorama? Combien de temps il se passe? Alors ça peut être très rapide si le dossier est complet. Maintenant tout sera bien fait, donc ça ira Voilà. forcément vite après ce webinaire. S'il n'y a pas de mauvaise surprise, si Boursorama n'a pas besoin de demander des informations complémentaires ou des documents supplémentaires, l'accord peut être confirmé sous 48 heures. Maintenant, si nous sommes amenés à demander plus de justificatifs ou plus d'informations au regard de la première lecture des justificatifs, on peut avoir un délai supplémentaire, mais tout va dépendre de l'emprunteur et du délai qu'il va mettre à nous renvoyer. La réactivité doit être des deux côtés. Exactement. C'est ce que vous nous dites, Céline. Et donc, ça peut être 48 heures. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Tout à fait. Un dossier complet, clair et lisible je dis 48 heures, mais nous avons déjà donné des accords en moins de 24 heures par rapport à la réception des justificatifs. Bon, ben voilà, très clair. Merci beaucoup pour cette explication. On arrive au terme, en tout cas, de la présentation de ce parcours, puisque voilà, vous avez l'offre et l'accord de Boursorama. On va passer aux questions et il y en a qui tombent. Des gens qui nous regardent. Ralph qui nous dit, prêtez-vous à une SCI. La SCI, c'est la Société Civile Immobilière. Alors non, nous ne prêtons pas à ce type d'emprunteurs. D'accord. Uniquement des personnes physiques, mais pas au SCI. Bon, c'est très clair. SCI, non, c'est non. Ni au SRL, non plus. Voilà. Question de Anne. Boursorama n'applique pas de frais de dossier, mais applique-t-il des frais de garantie? Alors oui, Florence en a parlé tout à l'heure. Donc c'est la fameuse caution crédit logement qui est cette alternative à l'hypothèque. Et donc la garantie crédit logement est prélevée au moment du déblocage des fonds. Donc versement chez le notaire ou à la banque concurrente en cas de rachat. La petite particularité de la caution crédit logement, c'est qu'à la fin du crédit, donc c'est pas forcément au bout des 20 ans si on a pris un crédit sur 20 ans, c'est à la fin du crédit, si on vend son bien au bout de 8 ans, on considère que c'est la fin du crédit puisque le prêt va nous être remboursé à la vente du bien et donc une petite partie de cette caution crédit logement sera restituée à l'emprunteur. Bon, très clair. Question intéressante de Keneba. Est-il possible d'emprunter en France pour acheter en Europe? Quelles sont les conditions? Alors voilà, moi j'ai repéré une superbe maison au Portugal. Là. Est-ce que je peux faire mon crédit chez Boursorama? Alors nous ne finançons pas les biens à l'étranger, exclusivement en France métropolitaine et en Corse. Bon bah désolé Keneba, ce sera en France, mais il y a de très jolis coins aussi. Question de Tali. Est-ce qu'il est encore intéressant d'acheter un bien immobilier en 2022? Waouh, ça c'est la question un peu boule de cristal. Je pense que c'est pas vraiment à nous de nous prononcer là-dessus, Tali. C'est plutôt à vous de voir un petit peu l'évolution du marché. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent nos experts, mais je pense que c'est pas vraiment la position de Boursorama de dire quel est l'état du marché immobilier actuellement. Il faut savoir saisir l'opportunité en fonction de ses possibilités et de ses envies aussi et de ses besoins. Exactement. Sarah, qui m'a l'air prévoyante, nous dit: est-ce qu'il faut faire une demande d'emprunt en avance ou alors faut-il le faire quand on a trouvé son bien? Allez hop, moi je sais que j'ai envie d'acheter, donc je fais déjà ma demande de crédit et puis je trouverai le bien après. Alors, c'est tout à fait possible, comme on le disait tout à l'heure, sans avoir signé de compromis, de démarrer sa demande de financement. La demande de financement, elle reste ouverte pendant plusieurs semaines, elle ne se clôture pas. Maintenant, si entre-temps il y a des hausses de taux, le taux sera mis à jour parce que, comme on le précisait, le taux est garanti 10 jours. Donc, si le taux ne bouge pas, pendant, disons, 4 semaines, le taux restera le même pendant 4 semaines, mais si pendant les 10 jours en question, il évolue, il sera garanti que 10 jours. Mais aucun problème pour démarrer une demande de financement sans avoir signé de compromis. On prend un petit peu d'avance. Question de Minchoul, je travaille en tant qu'indépendant. Est-ce que les dividendes annuels sont pris en compte pour emprunter?
oui. Oui, bonne nouvelle. On fera une moyenne quand même sur plusieurs années pour vérifier qu'ils sont pérennes. Bon, alors on avait Keneba qui voulait emprunter en France pour investir en Europe. On a Yann qui dit « Je suis expatrié, je touche mes revenus en Belgique, puis-je demander un crédit pour investir dans un bien immobilier situé en France ?» Allez, Popkin inverse. Eh bien non. Oh, bah décidément, bon. Donc ça non plus, c'est pas possible. Question, là je pense que pas mal de gens se posent, question de RR, les remboursements anticipés sont-ils payants chez Boursorama? Voilà, j'ai un crédit sur 20 ans, et puis au bout de 15 ans, j'ai peut-être une rentrée d'argent, j'ai envie de rembourser mon crédit par anticipation. Et c'est vrai que souvent, les banques traditionnelles prennent un petit peu de frais. Est-ce que c'est le cas chez nous? Alors non, nous on ne prend pas de frais, sauf si le crédit était remboursé par une banque concurrente qui rachetait notre crédit. Il n'y a pas de durée minimum pour rembourser partiellement ou totalement son crédit, ni de montant minimum. Donc on peut faire un remboursement de 1 000 € si on le souhaite, comme de 50 000 € et tout se fait en ligne, en autonomie. Bon ben voilà, tout ça, c'est très simple. Question de Marie-Laure, est-il possible de racheter 2 prêts IMO, celui pour la résidence principale, plus éventuellement un Pinel, via Boursorama? Comment c'est des montages un petit peu plus complexes là, hein? Alors, on va pouvoir le faire, effectivement, mais par contre, on va le faire l'un après l'autre. D'accord. On ne pourra pas faire les deux en même temps. Bon. Darline, on a déjà un peu répondu à la question, mais je pense que là aussi, elle concerne beaucoup de gens. Doit-on forcément être en CDI pour se voir octroyer un crédit immobilier? Moi, si j'ai bien écouté, c'est non. On ne peut pas obligé d'être en CDI. Alors, ce n'est pas une obligation, effectivement. Le CDI, il faudra qu'il ait sa période d'essai qui soit terminée, mais on pourra également financer des personnes qui sont en CDD, qui sont contractuelles, qui sont intermittents du spectacle. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, il faudra qu'ils puissent produire 3 avis d'imposition avec des revenus qui sont pérennes sur ces différentes années. Bon, question de Shells. Boursorama propose-t-il un différé en cas de travaux? Tout à fait, de 12 mois en cas de travaux et de 24 mois quand c'est une VFA. Le temps que la construction de l'immeuble se fasse. Bon, ben voilà. Beaucoup de questions qui tombent. On voit que ça soulève des interrogations et on est là pour y répondre. Question de Lyon. Je souhaite financer un agrandissement important sur un bien dont je suis propriétaire. Est-ce possible? Est-ce un crédit immobilier? Oui, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est un crédit perso? Est-ce que c'est un crédit immobilier? Alors, nous ne finançons pas les agrandissements de biens immobiliers, mis à part la véranda. D'accord. La véranda pourra être financée via un crédit immobilier. Via un crédit. Alors généralement, elle s'est associée avec soit le rachat de prêt, soit au moment de l'acquisition. Oui, parce que sinon on est souvent en dessous des 100 000, j'imagine. C'est une très belle véranda. Voilà. Ouais. Bon, voilà, très clair. Annabelle, rachetez-vous le prêt en cours quand on veut faire un prêt relais? Tout à fait, c'est le principe. Donc le prêt relais, c'est le principe de prêter de l'argent au regard d'un bien qui est en cours de vente mais qui n'est pas encore vendu. Donc les emprunteurs ne pourraient pas utiliser cet argent-là en apport. Donc on va leur faire un prêt d'une partie de la valeur du bien qui est mis en vente et le complément, puisqu'il y aura a priori un complément pour acheter le nouveau bien, qui sera basé sur aussi le rachat du prêt du bien qui est en cours de vente. Donc, ça sera un prêt, cette fois-ci, long terme, c'est le prêt complémentaire. Et ensuite, quand le bien sera vendu, le prêt relais sera remboursé. Bon. Sarah, est-il possible d'emprunter à 2, mais avec un seul salaire? 2 emprunteurs, un salaire? Tout à fait. Aucun problème. Dès lors que le seul salaire suffit à faire l'emprunt. Exactement. Oui, c'est ça. Mylène qui nous demande l'accord de principe, il est valable combien de temps? Alors, il est valable de la même manière que le taux, c'est-à-dire 10 jours. J'ai bien retenu, voilà 10 jours, très clair. On avait une question aussi au moment de l'inscription. On va faire notre tour d'Europe des situations. On avait une question de Max. Accordez-vous des crédits immobiliers à un couple domicilié en France, mais dont seulement un des 2 revenus est de source française? Alors, Florence ou Céline, comme vous voulez. Oui, en fait, on finance les particuliers qui ont un avis d'imposition français. D'accord. Et les particuliers résidant en France qui travaillent dans un pays frontalier et qui sont imposés dans ce pays.
Bon, on a une question aussi tombée au moment de l'inscription d'Amaury. Quel est le meilleur moment pour effectuer une demande de financement? La simulation offerte sur le site est-elle une garantie suffisante pour commencer des recherches d'opportunités immobilières avec un budget prédéfini? On l'a vu un peu avec Sarah, cette question, c'est un petit peu la même finalement. La simulation n'est pas un accord, c'est pas une garantie. Ça permet de calculer son budget. Et permet de savoir vers quel type de bien on peut se tourner sa recherche en tout cas. Ouais. Voilà, mais ça donne déjà une indication de ce que les emprunteurs peuvent chercher. On avait une question d'Élodie aussi qu'on avait notée au moment de l'inscription, parce qu'on s'est beaucoup mis dans l'optique d'un achat de résidence principale, mais elle nous dit, est-ce qu'on peut emprunter, faire une demande de crédit immobilier pour un investissement locatif quand on n'est pas encore propriétaire? C'est le cas de jeunes actifs qui souvent préfèrent peut-être financer un investissement locatif alors qu'ils sont eux-mêmes locataires. Alors oui, effectivement, ce n'est pas un prérequis d'être propriétaire. On peut faire un investissement locatif en premier lieu. Et ça peut être un investissement à usage d'habitation ou ça peut être aussi pour faire de la défiscalisation, notamment dans le cadre de la loi Pinel. Bon. Crépin qui nous dit, est-il possible de rallonger un crédit immobilier dans le but de baisser les mensualités? Si oui, sous quelles conditions? Je suis parti sur 15 ans, j'ai 400, 500 euros de remboursement, c'est un peu juste. Est-ce que je peux rallonger et puis réduire un petit peu les mensualités? Effectivement, on propose la modulation d'échéance à la hausse et à la baisse. Alors, on peut le demander à partir de à la fin de la première année de crédit. D'accord. En fonction, ça peut être une augmentation de la durée ou une modification de l'échéance. On ne va peut-être pas détailler tout le système de la modulation, mais les deux sont possibles, à la hausse ou à la baisse. Bon, ben voilà, ça c'est aussi une option intéressante. On arrive à l'issue. Je vois qu'il y a encore des questions qui tombent. SL, peut-on emprunter avec une nationalité hors Union européenne? On va vraiment voir tous les cas de figure, mais avec des revenus en France. Et j'imagine pour un bien à acheter en France, pour le coup. Donc j'ai une nationalité hors UE, je suis en France, j'achète un bien en France. Aucun problème. Aucun problème. Généralement, ces personnes sont considérées comme résidents français. Oui. Donc, si au niveau de la civilité et des papiers, tout est en règle et qu'il y a un titre de séjour en règle de 10 ans, aucun problème. Ça joue, comme on dit. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions, Régie, à nous faire parvenir, ou est-ce qu'on a fait le tour ce soir sur cette demande de crédit immobilier chez Boursorama? On me dit qu'on a fait le tour, ben voilà, on va donc s'arrêter là. Merci beaucoup merci à nos experts d'avoir si bien décrypté pour nous ce parcours du crédit immobilier de A à Z. On espère avoir répondu à toutes vos questions, que c'est désormais limpide. Si vous n'avez pas pu tout voir, si vous avez manqué certains passages, eh bien, pas d'inquiétude, le webinaire sera en replay d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À très bientôt.